Bonjour Isabelle Giordano. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes donc la déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, responsable des actions de mécénat du groupe, qui s'articule autour de 3 piliers, environnement, solidarité. On va beaucoup parler de culture, c'est le 3e pilier. C'est quoi d'ailleurs? Quel type d'action, de soutien? Vous soutenez des artistes, des festivals? Comment ça se passe? Alors les actions sont nombreuses. Effectivement, dans la culture, on soutient des festivals et des artistes. Dans le domaine de l'environnement, on soutient essentiellement des chercheurs. Et puis dans le domaine de la solidarité, qui est le plus gros de nos actions, c'est 50% de nos actions, beaucoup de soutien à des ONG, à des associations qui œuvrent dans 3 domaines: la jeunesse, les femmes, les réfugiés. Et si je devais vous résumer en fait tout ça, parce que les 3 piliers se tiennent en fait, les uns avec les autres. On ne peut pas faire une action efficace envers l'environnement si on ne tient pas compte de la culture. Et bien sûr, il faut une juste transition. Il faut aussi des actions solidaires. Moi, je dirais que le pivot de tout ça, ça tient en 2 mots. Il y a d'une part, essayer de trouver les actions les plus efficaces, et souvent ce sont les plus innovantes. Donc on parie sur ce qu'on appelle l'innovation sociale. Et puis la deuxième chose qui me semble vraiment correspondre à l'ADN de cette fondation, qui est une des plus anciennes fondations en France, c'est donner du pouvoir à tous ceux qui agissent. C'est vraiment donner les moyens d'agir, donner vraiment du pouvoir. Moi, j'aime bien ce mot pouvoir. Il faut l'utiliser à bon escient et surtout le donner à ceux qui en font quelque chose de bien. Donc surtout ceux qui agissent pour transformer la société. Si on se concentre sur les projets culturels, je vois plus de 350 projets culturels soutenus par la Fondation depuis sa création. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des spectacles qui ont vu le jour ou qui continuent grâce à la Fondation? Est-ce que c'est jusque-là l'engagement? Ah oui, moi j'ai envie de vous dire que c'est le plus beau des compliments. J'y suis pour rien. Moi, je suis là depuis 2 ans seulement, donc ça a été fait déjà depuis plus de 30 ans. C'est entendre un artiste dire si vous n'aviez pas été là, si le mécène n'avait pas été là, je n'aurais pas pu monter tel spectacle, ma troupe n'aurait pas pu vivre pendant 1 an, et un festival vous dire on n'aurait pas pu faire de spectacle et donner effectivement à voir, à comprendre pendant tant d'années. Et donc, du coup, je suis très très heureuse de voir à quel point, même si les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer, bien sûr, dans le domaine de la culture, et j'ai suivi ça pendant très longtemps, à plusieurs niveaux, mais je pense qu'effectivement l'alliance d'un soutien à la fois public et privé pour la culture, il est extrêmement important. Comme il est important dans le domaine de la recherche. Le meilleur des compliments, c'est quand on entend un chercheur, surtout ceux qui sont en train de chercher des solutions pour le dérèglement climatique, vous dire on a besoin de l'argent du privé. Et on l'a entendu aussi au moment du Covid. On a bien vu que l'Institut Pasteur ou tous ceux qui cherchaient une solution pour le Covid, ils avaient besoin de l'argent du privé. Donc je crois beaucoup, c'est vraiment Benoît Hamon qui est le premier, je crois, à utiliser cette expression des nouvelles alliances. Privé, public, ONG, citoyens. Je pense que cette transition, cette transformation qu'on est nombreux à appeler de nos voeux, si on veut qu'elle soit efficace, il faut qu'elle se fasse collectivement, ensemble, avec ces alliances. Vous parlez des chercheurs, tous ceux qui travaillent sur l'environnement, ils ont d'autant plus besoin de soutien qu'ils sont parfois attaqués par les climato-sceptiques ou même les climato-complotistes. On a vu apparaître cette catégorie. Il suffit qu'ils diffusent une information qui est le fruit de leurs enquêtes pour se faire attaquer. C'est une dimension importante de votre engagement aussi? Oui, parce qu'aujourd'hui, la philanthropie fait face à de nouveaux enjeux, des enjeux d'information. Quelqu'un a dit la prochaine grande révolution après celle de l'écologie, c'est la révolution des récits, des médias, de la fabrique des récits. Je pense que ça, c'est vraiment une donnée à prendre en compte. Donc les fake news qui sont présentes partout, et y compris dans le domaine scientifique, pas seulement en politique. Et je crois aussi qu'effectivement, il faut que la philanthropie s'en occupe. C'est la Fondation Jean Jaurès qui a publié une étude là-dessus. Est-ce que les mécènes aujourd'hui, est-ce que les fondations d'entreprises ne devraient pas s'occuper aussi un peu de démocratie? Donc c'est nouveau. Il y a des gens qui disent non, on ne fait pas de politique. Mais est-ce que c'est encore de la politique? On a beaucoup parlé de l'entreprise citoyenne. On parle de responsabilité, bien sûr. On commence à parler de l'entreprise républicaine. Voilà, donc je pense que c'est encore plus, j'ai envie de dire excitant, mais c'est vrai que c'est vraiment passionnant. C'est le bon mot, je trouve. C'est un défi collectif. Vous le dites aussi, les journalistes le disent souvent, on vit une révolution qui n'est pas seulement une révolution verte, c'est une révolution totale d'un modèle de société qui est amené à se transformer. Et
Et je pense qu'effectivement, ces multi-crises, elles sont à la fois environnementales, sociales et démocratiques. Et c'est là qu'on touche ce mot, cette expression d'écologie culturelle dont on parle maintenant, dont on va parler dans notre débat, et que vous allez évoquer dans une table ronde à ProDurable. Ça veut dire quoi pour vous, ça ? C'est cet enjeu collectif de voilà, c'est à la fois un enjeu collectif de ne pas voir l'environnement d'une seule manière. C'est-à-dire que je pense qu'il faut parler effectivement de tous les enjeux sociaux qui sont autour de la question environnementale. Donc on parle aussi, il y a vraiment beaucoup de mots qui sont utilisés, on parle aussi de juste transition. Donc il faut utiliser les mots qui sont les plus faciles à comprendre. Écologie culturelle, oui, pourquoi pas. Et il y a quelqu'un aussi qui a parlé en dehors de la RSE, qui a parlé de la RCE, je crois que c'est quelqu'un d'Avas, Julien Carrette, et la responsabilité culturelle des entreprises, elle est là aussi. Elle est dans cette idée que les entreprises ont aussi un rôle à jouer d'un point de vue collectif, et puis peut-être aussi, on peut aussi se poser la question, je crois qu'on se l'est déjà posé, c'est peut-être que les entreprises n'ont pas toujours tout bien fait auparavant. Donc du coup, cette responsabilité, elle est là. Donc elle est à la fois sociale, environnementale et culturelle. Et si on parle du secteur des professionnels de la culture, il y a un double aspect. Il y a le bilan carbone ou même le bilan biodiversité des événements ou des films. Oui. Et puis ensuite, il y a les messages que l'on fait passer. D'abord sur la révolution environnementale de ce secteur. Est-ce que vous avez, vous, l'impression, pour le connaître depuis pas mal d'années, qu'elle est en cours, elle est en retard par rapport à d'autres secteurs ? Comment vous l'analysez ? Ah non, moi je trouve qu'elle est en cours. Elle n'est pas forcément en retard. Je vois dans le domaine de la pub, la communication responsable. Et puis c'est vrai que dans notre domaine, ou dans le domaine que je connais bien, par exemple le Festival de Cannes, on a vu qu'il était passé au vert. La plupart des grands festivals de cinéma prennent en compte cette question-là. Vous avez parlé des tournages de films. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que mécène, nous, en tout cas Fondation BNP Paribas, on demande à tous les festivals de musique que l'on soutient, beaucoup de festivals de jazz, d'avoir une démarche éco-responsable et d'avoir aussi un respect de l'égalité femmes-hommes. Parce que bien souvent, dans le domaine de la musique, la Fondation BNP Paribas est un des plus anciens soutiens au jazz, qui est un domaine qui a été très peu mécéné, la danse contemporaine. Est-ce que l'égalité femmes-hommes est respectée dans ces deux domaines que je vous cite ? Pas vraiment. Donc du coup, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais la révolution est en cours. Et souvent, c'est une révolution silencieuse. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément à tort et à travers, mais il faut continuer de se dire que cette révolution est en cours parce qu'il y a des efforts réels. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se retroussent les manches pour que ça fonctionne et c'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Donc il y a le secteur qui se transforme et puis il y a les messages, ce qu'on raconte dans un film, dans un spectacle. Ouais. Est-ce que ça peut être plus efficace pour vous qu'un rapport du GIEC ou une injonction politique? Alors, c'est pas plus efficace qu'un rapport du GIEC. On a besoin du rapport du GIEC. Et le rapport du GIEC, il a besoin d'un porte-voix, donc un étendard. Et je pense qu'effectivement, les récits, ça, c'est très important. Et là, je reviens à votre précédente question. Oui, là, je pense qu'on est en retard. Là, je pense que tout le monde n'a peut-être pas compris à quel point on pouvait utiliser ce soft power. J'utilise le mot à bon escient parce que pendant 6 ans, j'ai fait que ça. Et effectivement, il faut utiliser un maximum de récits, tout support confondu. Ça peut être une BD. Jean Covici l'a fait avec... on le sait, un énorme succès. Je crois qu'il y avait eu plus de 300 000 exemplaires vendus. Que ce soit l'audio, la vidéo, les films, les films longs, les films courts. Don't Look Up est un formidable récit. À sa manière, Barbie a fait passer un message féministe au monde entier. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Plusieurs films sur le désarroi des agriculteurs, par exemple. Oui, Édouard Bergeon. Bien sûr. Voilà. Donc, on peut encore s'y mettre. Il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Voilà, je dis qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est qu'il faut sensibiliser, faire changer peut-être un peu les mentalités. Moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est un des combats prioritaires de la Fondation que j'ai la chance de diriger, c'est le combat pour les réfugiés. On aura de plus en plus de réfugiés climatiques. Il y aura et il y a déjà de plus en plus de réfugiés qui arrivent en Europe. Donc il faut les intégrer, il faut les aider à apprendre la langue qu'ils souhaitent et les aider peut-être aussi à apprendre des choses qui vont leur donner un emploi, par exemple le numérique. Et là, Dieu sait s'il faut changer les mentalités. Vous avez peut-être vu les derniers sondages. Comment est-ce que, ne serait-ce que si je prends le cas de la France, où en Europe, on considère le réfugié ou les réfugiés, voilà, il faut changer les mentalités. On va rester sobre, en tout cas dans l'analyse et le constat. Mais effectivement, il y a beaucoup à faire. Et les récits, mais c'est surtout... moi, je trouve que ça
donne envie d'agir. C'est quoi, si on parle de cinéma, par exemple, oui, si on parle cinéma j'ai cité quelques exemples. Oui, on a cité, même on peut citer les films de Cyril Dion, il y a beaucoup il y en a beaucoup qui donnent envie d'agir, qui permettent de changer à la fois les comportements et les mentalités. Pas assez. Je pense que le milieu du cinéma, de la télévision, croit peut-être encore qu'on va lui donner trop de contraintes. Et voilà, mais on est nombreux, en tout cas, à œuvrer pour une forme de sensibilisation. Mais peut-être faut faire beaucoup de pédagogie et d'éducation, aussi d'éducation populaire. Peut-être parce que, pardon de vous interrompre, les premiers films un peu marquants qui ont été faits sur ces thèmes-là, là je parle vraiment de la transformation environnementale, c'était plutôt des films anxiogènes qui étaient essentiellement, voire exclusivement sur ce registre. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là finalement? Tout à fait. Et on sait aussi qu'on peut utiliser d'autres formes de récits, notamment le récit grâce à l'humour. On peut faire passer beaucoup de messages, on peut transformer beaucoup de choses. Mais c'est très intéressant de se dire, est-ce qu'un film va vous rendre moins raciste ou plus écolo? J'avoue que je m'intéresse quand même au cinéma depuis près de 30 ans. Je n'ai pas encore la réponse. Mais je pense qu'en tout cas, ça aide. Ça aide considérablement. Et puis, ça crée du lien. Là encore, je vous disais que nous travaillons tous les jours sur l'environnement, la solidarité, la culture. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ils sont liés. Et c'est vrai que si vous voulez accélérer, puisqu'en fait, une fondation, ça sert aussi à ça. C'est un accélérateur, c'est de la prise de risque. C'est faire en fait ce que les autres, que le secteur marchand ne fait pas. On est là vraiment pour travailler sur le gratuit, le non marchand, sur l'acte vraiment de don. Et je trouve que franchement, il n'y a rien de mieux que d'aider les gens qui ont besoin d'être aidés. Et parfois, venir là où l'État fait pas ou mal son travail. Les trous dans la raquette, oui, ça c'est une expression que j'entends beaucoup dans le monde de la philanthropie. Oui, on est là aussi pour aller. Et puis on est là aussi, non seulement pour aller dans les trous dans la raquette, mais pour aller encore au-delà, comme une sorte de vigie, de lanceur d'alerte, le mot serait trop fort, mais en tout cas d'être en prospective, qui est un domaine extrêmement important, d'essayer de voir quels seront les enjeux de demain, et on sait qu'ils seront nombreux. Merci beaucoup Isabelle Giordano, et bon pro durable. On continue de parler de ces enjeux d'écologie culturelle dans notre débat. Beaucoup. Merci beaucoup. Et on n'est jamais assez nombreux pour faire le bien. C'est une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, donc je la répète partout. On la reprend, on n'est jamais assez nombreux pour faire le bien.